Très bien, tout le monde est là. Alors, je vous souhaite la... On peut commencer ou bien... C'est bon? Ok. Très bien, je vous souhaite la bienvenue ici au Club Suisse de la Presse pour évoquer la sculpture et la démarche qui va avec la sculpture, donc, qui a été installée ce matin sur la Place des Nations en l'honneur de Assange, Manning et Snowden. On a déjà eu l'occasion ici au Club Suisse de la Presse de beaucoup évoquer ces trois personnes, puisqu'on a reçu Assange juste avant son arrestation, donc en 2010. On a eu l'occasion d'y revenir avec Balthazar Garson et toute l'équipe de Wikileaks, pas plus tard qu'au mois de janvier cette année. Donc très régulièrement, nous avons l'occasion d'évoquer la situation de ces trois personnes. Le titre, traître ou héros, effectivement, on a déjà choisi notre camp. On a déjà répondu à la question, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de se reposer ce type de questions. Alors, comme le veut notre tradition, je vais tout de suite passer la parole à nos intervenants. Je vais leur demander d'abord de signer notre livre d'or. Et puis après, ce sera Blaise Lempen, le président de l'APEC, qui va modérer cette rencontre. Alors voilà, Blaise, je te laisse. Et puis pour parler, il suffit d'appuyer sur le bouton devant. Chacun à son tour. Voilà. Et Madame Ackermann. Voilà, puis Blaise, je te laisse prendre le relais. Merci Guy pour l'hospitalité toujours du Club Suisse de la Presse. Donc nous avons à nos côtés David Dormino, qui est le sculpteur qui a réalisé cette œuvre, que j'espère vous avez déjà pu admirer sur la place ce matin, et qui va rester là, va rester jusqu'à vendredi, donc sur la place des Nations. Donc en passant, vous avez tout loisir de la contempler. Et aussi, vous avez remarqué, il y a une quatrième chaise à côté des figures de Assange, Snowden et Manning, qui vous permet en fait de vous exprimer et de donner votre opinion. Assange, Snowden, Manning, comme Guy l'a dit, est-ce que ce sont des traîtres à leur patrie ou bien des héros de notre temps? En tout cas, ce qui est en jeu, ce sont nos libertés publiques, l'utilisation de nos données personnelles, l'exercice de la démocratie et la protection des lanceurs d'alerte. Alors, vont s'exprimer tour à tour. Donc, David, tu t'exprimes bien en anglais, je crois, ou bien en... Vorrei parlare in italiano, se fosse possibile. Que tu peux traduire ou bien... Parce que tout David le monde aimerait parler en italien, si ça ne pose pas un trop grand problème. Sinon, je peux faire une traduction. Voilà. Pardon. Oui, donc, je présentais encore. Voilà. No, ma io posso parlare anche l'inglese, però meglio preferisco l'italiano. Comment c'est là? Ah, voilà. Ok. Alors, je vais essayer de traduire tout ce que David a envie de dire. Bonjour à tous. Je voulais juste encore présenter, les autres orateurs. Donc Marco Benali est en fait le représentant du groupe de citoyens qui est aussi à l'origine, qui a soutenu ce projet. Et à sa droite, vous avez Pilar Ackermann, qui est la cheville ouvrière un peu du projet en Suisse, et qui a fondé Anything to Say, une association aussi, donc l'équivalent suisse de l'association Anything to Say en Suisse. Voilà, donc... Il faut vous rapprocher si vous n'entendez pas, parce que les bancs devant sont vides. Donc rapprochez-vous. Et vous... Ne soyez pas timide, s'il vous plaît. Ça vous entendrez
parce qu'il n'y a pas de micro, ils sont alternatifs, on ne peut pas parler. Approchez-vous si vous voulez. Sì, ma io faccio simultaneo, non sai. Potrei lavorare Allora, veramente. dunque, grazie innanzitutto per essere così numerosi. Quando ho immaginato questo progetto, sicuramente nei miei sogni c'era la possibilità o l'idea di poter arrivare un giorno in questa città, in questa nazione che forse è una delle più civili al mondo, che ha questa piazza straordinaria. Quindi quel sogno oggi in qualche modo si è realizzato grazie allo sforzo di tante persone qui mi hanno sostenuto in questa idea. Alors David a dit que quand il a imaginé ce projet, il rêvait au fond de venir dans cette ville qui pour lui représente une ville emblème d'une civilisation, d'une tradition de tolérance, de culture, et que justement c'était un peu un rêve pour lui que d'arriver un jour avec cette œuvre sur la place, là où on a eu la possibilité de l'exposer. Et donc il veut remercier tout le monde pour la collaboration et aussi pour la présence. Anything to Say nasce con un intento. Più che mai in questo momento abbiamo bisogno di cambiare prospettiva, punto di vista. E per fare questo dobbiamo uscire dalla nostra zona di comfort e avere il coraggio di vedere altro e di conoscere la verità. Quindi questa scultura nasce per ricordare agli uomini che devono salire su una sedia per vedere quello che cercano di nasconderci. Alors David a dit que cette idée qu'il a eue, cette œuvre, naît comme une tentative de expliquer aux personnes, au monde entier, enfin au maximum de personnes, qu'il faut un peu sortir de notre zone de confort, qui est celle qui pourrait être la position assise sur une chaise, et peut-être monter debout, parce qu'en montant debout, on va avoir une perspective, une vision différente, plus vaste. En même temps, on va être pas dans le confort, parce qu'on est debout, donc on devient quand même... On se met un peu en évidence, mais c'est un effort qui vaut peut-être la peine qu'on fasse, parce qu'il est obligatoire aujourd'hui presque d'essayer d'avoir une vision différente des choses. E per questo motivo ho deciso di creare una scultura, un monumento che fosse itinerante. Quindi l'idea di poter spostare questa scultura nelle piazze più importanti del mondo, appunto per portare questo messaggio a tutti. Voilà, il a aussi en même temps eu l'idée d'itinérance de cette œuvre. Normalement une œuvre surtout lourde comme celle-là, et je le sais bien parce que ça fait plusieurs fois que je la monte et je la descends d'un camion. C'est une idée presque de fixité. Le poids va avec une position fixe. Et bien David est au contraire, il a voulu faire une sculpture qui voyage, itinérante, et qui puisse porter ce message à travers les places qui sont depuis toujours l'endroit où les gens se retrouvent. Et voilà, donc elle est itinérante malgré son poids. Quindi ho deciso di raffigurare questi tre personaggi, che sono Julian Assange, Edward Snowden e Chelsea Manning, che sono tre, a mio avviso, eroi contemporanei, controversi sicuramente, ma che comunque hanno, attraverso la loro azione, il loro gesto coraggioso, hanno spostato gli equilibri del mondo. Il a décidé de représenter ces trois personnes, j'insiste sur le mot personne et pas personnage, trois personnes qui, à travers leur action, ont quand même déboussolé un peu un équilibre qui était plus ou moins établi et qui, bon, vous le savez tous, je ne vais pas redire leur nom parce que je pense que si vous êtes ici, vous êtes au courant de qui on parle. Bon, Assange, Manning et Snowden. Ils sont en train de payer un prix très très important parce que justement peut-être ils se sont sortis d'une position de confort qui pouvait être celle du silence et ils ont décidé de travailler pour que les gens sachent la vérité. Ma un'altra cosa fondamentale è che tutte le città, tutte le nazioni sono piene di monumenti commemorativi a degli eroi che sono morti.
Invece quest'opera vuole celebrare delle persone che sono ancora vive e che forse tutti noi dobbiamo assumerci la responsabilità di quello che hanno fatto, perché nella vita dobbiamo scegliere sempre. Ogni volta che facciamo una scelta nella vita abbiamo sempre metà mondo che è contro di noi e l'altra metà è con noi. Quello che dobbiamo fare è concentrarci su quelli che sono a nostro favore o che condividono la nostra idea per creare poi questo cuneo che andrebbe ad aprire sicuramente un varco. Alors David a dit que normalement on fait des monuments toujours à titre posthume, c'est-à-dire qu'on représente des gens qui sont malheureusement ou heureusement morts, ça c'est des points de vue, et que lui a voulu justement en représentant 3 personnes qui sont vivantes, en les représentant d'une manière peut-être un peu vieillotte, parce qu'on a utilisé le bronze, qui est quand même une matière avec laquelle on faisait les canons aussi. Et on a fait des statues en bronze de pas mal de personnes qui sont dans des places publiques et qui sont mortes. Tandis que là, on a 3 êtres qui sont vivants, quoique il y en a un qui est, si on peut l'appeler vivant, le pauvre, il est 35 ans en prison. Il faut que, voilà, ce que disait David, c'est que quand on prend une décision, on a toujours une moitié d'un monde ou d'un univers qui est avec nous et une moitié qui va être forcément contraire ou peut-être même ouvertement contre ce qu'on fait. Avec cette œuvre, il a choisi son camp tout en laissant la liberté au spectateur, qui est le consommateur final de son travail, la liberté d'être pour ou contre, parce que sur cette chaise, bien entendu, il l'a laissé vide pour qu'on puisse monter et dire si on est contre ou d'accord, c'est la même chose. L'important c'est de monter dessus, d'avoir quelque chose à dire. E in più, appunto, l'arte è questo veicolo straordinario che, quando è anche arte politica, come in questo caso, che diventa un ponte. È un ponte che collega le persone alla politica. Per cui ho scelto di rappresentare queste 3 figure che comunque, e quindi quest'opera diventa politica perché ho raffigurato 3 personaggi politici in qualche modo. Ha una filosofia perché celebra un gesto semplice, quello di spostarsi, alzarsi, cambiare punto di vista, e per questo ho utilizzato la sedia. Quindi, come dire, come artista ho sentito la responsabilità di fare qualcosa che fosse per tutti. Naturalmente questo nasce da una mia esigenza, perché il mio dovere nel mondo, a mio avviso, è quello di raccontare qualcosa agli altri, qualcosa che vedo che forse gli altri non vedono, non so, comunque aprire un varco dove far passare questo messaggio. Une des choses que David a ressenti en tant qu'artiste, c'est justement la nécessité d'établir un pont entre une œuvre d'art et une signification politique, disons profonde, et à travers justement le symbolisme de la chaise sur laquelle on se met debout, et donc qui n'est pas confortable, on ne va pas s'endormir, on fait attention parce qu'on est debout sur une chaise. C'est là la force de son message, aussi de participation, d'essayer de justement aller stimuler le plus grand nombre de personnes avec un message qui est très très simple. Monter sur une chaise, franchement, c'est pas trop ni abstrait, ni, on va dire, un mot à la mode, maintenant ça m'échappe, conceptuel. Voilà, ce n'est pas conceptuel. Là, on parle aux hommes, on essaye de parler à tous les hommes, donc on ne va pas se parler dessus, on va essayer de parler un langage qui est compréhensible, celui de l'image. Les enfants, les gens de tous âges, de toutes les nations vont comprendre que normalement on ne se met pas debout sur une chaise. Il y a un message là-dedans et c'est ce que David a voulu un peu mettre comme pont entre une représentation artistique et un message qui est fondamentalement politique. Concludo dicendo appunto che la sedia è il simbolo della nostra scelta, ma anche del giudizio degli altri. Dalla punizione fino all'impiccagione e dalla follia di trasgredire alle regole che ci sottomettono. Questo ce l'hai anche. Alors, David renforce encore, je l'ai un peu anticipé, j'aurais pas dû. La chaise est un symbole, je répète, je radote.
giudizio degli altri. Le fait de monter dessus, ça peut éventuellement nous faire penser aussi aux pendaisons. Parce que quand on pendait un homme, on le mettait debout sur une chaise. Parce que la pendaison, c'est pas qu'on l'étrangle, c'est on lui brise le cou à cause d'une chute. Et après, on faisait tomber la chaise. Donc c'est une image qui peut évoquer même une exécution. Donc se mettre debout sur une chaise, c'est franchement très, très fort comme geste. Et la force du message est complètement là-dedans. Sortir vraiment de notre zone de confort pour acquérir un point de vue en s'élevant. En s'élevant, c'est une image, c'est un mot, mais on s'élève spirituellement et physiquement en regardant. On a une vision plus vaste et on arrive à voir ce qui ne va pas et à sentir surtout ce qui ne va pas. Questo messaggio è stato talmente forte e recepito che quando abbiamo iniziato a pensarlo abbiamo deciso di fare un crowdfunding a livello mondiale per raccogliere i fondi che servissero a produrre la fusione in bronzo di questa scultura. Ci sono state, credo, 500 persone più o meno in tutto il mondo che hanno donato da 10 euro a 1000 euro. E così tutto questo... no, tu Marco. Sei troppo vicino. Pardon. Tutte queste persone continuano a seguirci, a sostenerci, perché questo gruppo di lavoro che si è formato, che ringrazierò sempre, perché da soli non siamo niente. Se non abbiamo qualche persona vicino a noi illuminata, che sostenga, in questo caso, il lavoro di un artista, che di natura si sa è sempre senza soldi, non saremmo niente. Per cui volevo ringraziare tutte queste persone che hanno sostenuto il progetto, la mia squadra, il mio team. Volevo ringraziare Blaise Lampen, Pilar Ackerman e Fabio Loverso per aver creduto in questo progetto dall'inizio e averci aiutato a portarlo in questo luogo straordinario. Grazie. Alors une chose que David a mentionnée et qui n'est pas assez mentionnée parce que dans les remerciements, on oublie toujours les environ 500 personnes qui ont donné du propre avec de l'argent, pas beaucoup, ça c'est à eux-mêmes d'en juger, et qui ont permis de réaliser ce projet qu'on a voulu financer de cette manière, c'est-à-dire en faisant du crowdfunding, c'est un mot anglais, mais bon, ça veut dire ce que ça veut dire, demander de l'argent au peuple, à une masse de personnes, disons, pas au peuple. Mais bon, faisant participer le plus grand nombre de personnes sans imposer un barème de donation. On a eu des donations de 5 euros. Donc c'est vraiment des gens qui voilà, s'ils avaient ça à donner, ils l'ont donné. Et après, on a eu des donateurs un peu plus importants, mais on a réussi à travers ce moyen à faire participer un maximum de personnes parce qu'on voulait depuis le début que l'œuvre soit participative, non seulement à travers la chaise vide, mais aussi dans son financement et sa réalisation. Voilà. Je pense que j'ai plus ou moins traduit très librement. Mais... On va parler de citoyens, le groupe des citoyens qui vous a motivé, avec Charles Glass. Si vous voulez, je peux vous raconter un peu comment est née l'idée. On se retrouve souvent autour d'une bonne table avec une bonne bouteille de rouge, sans exagérer, mais quand même, des fois on exagère. L'été, dans un endroit à la campagne en France, avec ce copain journaliste américain qui est très engagé dans les luttes pour la liberté de l'information, parce que bon, c'est son pain quotidien, et puis dans son passé, il a quand même payé de sa propre personne le courage d'aller voir, notamment à Beyrouth, il a été quand même séquestré par Hezbollah pendant des mois. Donc c'est un personnage qui a quand même vécu sur sa peau le fait que quelqu'un n'aimait pas trop qu'il mette le nez là où il ne fallait pas. Et un été, il y a presque 2 ans, il est venu et il nous a dit à un groupe de copains, il y avait David et il y avait un monsieur qui est un des fondateurs de Reporters sans frontières, il faut qu'on fasse quelque chose pour ces 3 gars-là. Et on dit, qui Assange, Snowden, Manning. Bien entendu, comme personne plus ou moins informée, on était au courant de qui ils étaient et qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire. Et ayant un artiste à table qui est un espèce de volcan parce qu'on n'arrive pas à l'arrêter, il est hyperactif comme un gamin de 9 ans. Nonobstant, il est passé la quarantaine, mais il ne le fait pas.
il a tout de suite commencé à réfléchir à une idée, à une visualisation, à une manière de, justement, d'une manière très simple et directe, essayer d'aider ces 3 personnes, simplement en faisant parler d'eux. Parce que, bien entendu, on peut tomber dans une trappe, dans une petite attrape qui nous a été tendue par des journalistes, notamment, qui ont voulu voir dans notre geste l'autocomplaisance de certains qui ont un ego tellement grand qu'ils veulent un monument de leur vivant. Imaginez si c'est idiot comme concept. Surtout quand on parle de ces personnages-là qui n'ont pas gagné un sou et qui ont perdu tout à cause du choix qu'ils ont fait. Imaginons un peu si on peut croire pour une seconde qu'ils aient le ego ou l'orgueil de dire « Ah, on va avoir une statue de notre vivant ». C'est clair qu'on ne l'a pas fait pour cela. Mais bon, il y a eu quand même des journalistes qui ont essayé de nous faire trébucher là-dessus. Et donc, voilà, autour de ce verre de vin, David a pondu cette idée et ça nous a plu. Ça nous a plu surtout l'idée de la chaise vide et le fait de revenir un peu avec l'art contemporain vers un message profond, philosophique, politique, on peut dire ce qu'on veut. Mais voilà, une œuvre d'art qui a un message simple. Ça, on voyait un peu que ça manquait dans le panorama du contemporain. Donc voilà, on est parti sur ce cheval, on l'a nourri, on a été à Berlin le 1er mai, surprise totale, expérience, bain de foule, c'était super. Il n'y a pas eu d'accident, ça s'est très très bien passé, les gens étaient ravis, il y avait des gens qui savaient, il y avait des gens qui ne savaient pas, mais pratiquement tout le monde a trouvé ça génial. Et nous, ça nous a vraiment donné l'impression qu'on faisait quelque chose dans le bon sens. Après, on a été à Dresde. Dresde aussi, c'est une ville symbole, c'est une ville qui a été entièrement rasée pendant la Deuxième Guerre mondiale. On nous a offert un espace d'exposition au sein d'une exposition d'art contemporain d'environ 200 auteurs, 200 artistes. C'était une très très belle expérience. Et je dois dire que Genève, pour moi aussi, comme un peu pour David, ça représentait le rêve parce que c'est la ville des droits de l'homme, c'est la tradition de la tolérance, c'est une culture, peut-être vous êtes suisse et vous ne voyez pas, moi je suis italien, on en est au 4e gouvernement non élu. Moi quand je vois la Suisse, je rêve les yeux ouverts. Je dis, bon, il y a des râleurs là-bas aussi, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a peut-être trop de chats mâles à Zurich, mais il faut un référendum pour demander combien de chats il faudrait. Et ça, c'est du rêve pour moi, c'est du pur rêve. Et c'est un Italien qui vous le dit, qui a une culture française, mais je suis né en Italie et je reste italien, malgré le fait que j'y habite pas ou j'y vis pas tous les jours. Et donc, vous êtes un peu un rêve, et d'être dans la place du rêve, voilà. Je suis très content et je remercie tout le monde. Pilar, ouais. Bon, ben, j'ai pas grand-chose à rajouter à tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, à part le fait que je suis une grande opportuniste et que je profite de l'occasion avec David, Marco, Blaise. Je les ai tous utilisés pour promouvoir mon combat personnel, je dirais entre guillemets personnel, mais aux côtés d'autres citoyens qui ont eu l'envie de justement utiliser cette magnifique démocratie participative. Pour moi aussi, j'ai été élevée dans des pays comme la Belgique, l'Espagne, sous Franco, quand j'ai grandi sous Franco, voilà, avec mon père qui disait toujours « tais-toi, il faut rien dire, il faut pas parler ». Et puis, quand tu as 14 ans, tu te dis « mais c'est bizarre, pourquoi je dois pas parler ?» J'arrive en Italie avec ces espèces de gouvernements de voleurs, comme disait mon père. Et puis tout d'un coup, j'atterris par amour, je dois souligner ça, par amour, j'arrive en Suisse. J'ai rencontré mon mari à Rome, enfin mon ex-mari, je l'appelle toujours mon mari, mais pour moi c'est toujours mon mari. Et je découvre, mais pour moi c'était je sais pas, c'était bizarre quoi, cette démocratie participative où
un simple citoyen peut aller au Parlement, demander un entretien avec n'importe quel député, n'importe quel parlementaire, travailler sur une loi. J'ai fait cette découverte. Malgré les conseils de Fabio Loverso, qui m'a interdit de parler de mon parti pirate, à l'époque, j'ai adhéré au parti pirate, qui m'a entraîné dans cette découverte de démocratie participative, où on peut traiter des lois, les soumettre, les retravailler à des parlementaires et vraiment être dans la participation démocratique. Je prends là pourquoi ça rejoint l'histoire de Davidé avec la chaise. On monte sur des chaises continuellement quand on est actif en politique. Et ce qui m'a toujours préoccupée, c'était par rapport à mon expérience personnelle avec mon ex-mari. On avait une PME. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça m'a donné envie de défendre certaines choses. Et le fait de pouvoir vraiment participer activement auprès de parlementaires. Bon, j'ai répété ça, mais la loi sur les whistleblowers, ça a été le premier combat, c'est-à-dire avec d'autres collègues de bataille, comme Charlie Page qui est ici présent, je ne sais pas où il est, voilà, qui est un activiste super performant, qui se bat sur plein de fronts. Et on a fait plusieurs choses, de la campagne Minder ensemble, pour les parachutes dorés qu'on veut éviter, plein d'autres choses. Et la loi sur les whistleblowers, on a découvert qu'elle n'était pas très correcte ici en Suisse. Alors, on a demandé un renvoi au Conseil fédéral de cette loi pour qu'elle soit retravaillée et qu'elle soit simplifiée, parce qu'elle passe par des étapes compliquées où le lanceur d'alerte est obligé de référer à son employeur, ensuite aux autorités si ça ne va pas avec l'employeur, et ensuite avec les médias. Ce qui est très sournois, parce que la personne se retrouve dans un cas particulier. Je vais peut-être déranger certaines personnes, mais je mentionne Nestlé, que ça plaise ou non, où on a défendu avec Charlie Pache Yasmine Mortagemi, qui a fait son travail très correctement. On l'a accusé, comme Assange, Manning, Snowden, d'être des égos surdimensionnés qui avaient envie de briller dans la société. Ce n'est pas du tout le cas. C'est une personne qui faisait consciencieusement son travail et qui a suivi les étapes de la loi, mais qui a été vraiment démolie dans son parcours et qui n'a jamais pu aboutir. Elle est sous un procès qui ne se termine jamais. Et donc, voilà, les médias, à un moment donné, sont dirigés d'une certaine manière. Et mon implication, justement, dans ce combat pour les whistleblowers a pris des proportions incroyables, aussi du fait d'une expérience personnelle avec ma propre famille, enfin, mon ex-mari. Voilà, pour moi, c'est un opportunisme total de profiter de cette occasion et de dire, oui, on doit tous prendre conscience qu'on a la possibilité, c'est une des seules démocraties, je dirais la seule démocratie existante sur cette planète actuellement, parce qu'elles sont toutes manipulées, il faut dire les choses telles qu'elles sont. En Suisse aussi, on a des problèmes, parce que même si on a le droit d'initiative et que les initiatives passent, comme pour l'initiative Minder, ce n'est pas encore abouti, parce que le Parlement perd du temps, il y a des lobbyistes qui décident que ça ne doit pas passer, donc on est toujours obligé de revenir là-dessus. La loi pour une meilleure condition des lanceurs d'alerte a été renvoyée, on a donc gagné au Conseil fédéral le 10 de ce mois, du 2015, et donc ça a été adopté. Il y a une semaine en fait, et nous on est obligé maintenant de continuer à travailler là-dessus, parce qu'il y a toujours ces lobbies parlementaires qui vont essayer de nouveau de la faire passer comme elle était avant. Alors je profite d'eux pour vraiment insister là-dessus. Si vous voulez vous informer, c'est la loi 13094. Vous allez sur le site du Parlement suisse, ça c'est autre chose qu'il faut expliquer. En Suisse, on a la chance énorme d'avoir un site internet qui expose tout ce qui est fait au Parlement, tout de A à Z. Vous pouvez aller chercher une loi, voir ce qui a été discuté au Parlement, les discussions, où est-ce qu'elle en est, les communiqués de presse, et vous pouvez, en tant que citoyen indépendant, prendre ces dossiers et intervenir auprès des parlementaires, sans problème, même individuellement, à titre individuel. Donc, la 13094 est en cours, elle a été renvoyée, et on doit se remettre dans le boulot pour éviter qu'elle ne passe avec cette espèce d'effet en cascade où la personne ne trouve pas vraiment d'appui
directement chez les médias ou les autorités qui vont à un moment donné faire rendre service à l'employeur XYZ. Dans le cas précis de Yasmine Mortagemi, c'est Nestlé qui a décidé que voilà, il fallait que le procédure éternellement et qu'elle soit condamnée, entre guillemets, pour ce qu'elle avait décidé de faire professionnellement. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est que là, j'ai envie d'inviter, on a fondé l'association avec l'accord de l'artiste Anything to Say en Suisse. Si quelqu'un est intéressé, ça a été fait récemment, dont le président est Martial Garcia. S'il veut bien, après, si vous avez le temps de l'écouter, présenter l'association. Et le but de l'association, à moins que je le dise, c'est de, demander l'asile politique de Snowden et Assange et la nationalité suisse pour tous les deux. Et comme exemple, avec tout ce qui se passe aussi au Parlement, si vous allez fouiller sur le site du Parlement, il y a plein de lois qui travaillent l'asile, améliorer les conditions de demande d'asile, blablabla. Et le fait de demander directement l'asile politique à des personnes qui n'ont pas d'armes, qui se sont exprimées, qui nous ont exposé des vérités, peut être un super exemple pour des autres citoyens qui viennent d'autres pays du monde, qui ont besoin d'être accueillis par la Suisse. Mais avec, voilà, on en revient toujours au fait, pour des gouvernements, ce sont des traîtres. Pour des citoyens qui sont intéressés à participer à leur démocratie, ce sont des gens qui ont choisi de renoncer à des commodités de vie pour nous expliquer ce qui se passe. Donc, pour moi, c'est, je ne dirais pas des héros, c'est des simples êtres humains qui ont pris conscience et qui ont envie de tout simplement partager ce qu'ils ont découvert. Voilà, aussi simple que ça. Comme à l'école, quand on nous enseigne, il faut être solidaire dans le partage de la connaissance, c'est tout simplement ce qu'ils ont fait. Alors après, qu'il y ait d'un autre côté, en tant que, je veux dire, ex-pirate qui se bat pour la protection des données et, comment dire, la surveillance, une loi sur la surveillance un peu équitable et équilibrée entre les gouvernements et les citoyens, les services secrets, à mon avis, sont très utiles pour n'importe quel gouvernement, mais d'une manière justifiée. C'est-à-dire, vraiment, pour des citoyens, on ne va pas commencer à espionner chaque citoyen pour rien et pour n'importe quoi. On sait que les moyens sont énormes de surveillance. On n'imagine même pas à quel point les moyens dont les gouvernements disposent sont sophistiqués technologiquement et pourraient éviter de surveiller le reste de la population, parce qu'on peut identifier des terroristes si l'on veut et tout. Le mensonge, on n'en veut plus. On veut la vérité. On veut que des services secrets soient employés pour intelligemment, using our intelligence. Voilà, on cible les cibles comme les actions militaires ne doivent plus être au service d'intérêts économiques, mais vraiment de protection de la population. Est-ce que là, j'en reviens à la Suisse. La Suisse a une armée de milices qui protège la population, qui ne va pas attaquer d'autres pays, comme font, je ne vais pas les mentionner ici, d'autres pays décident d'attaquer pour contrôler. Voilà. La Suisse, on peut dire ce qu'on veut dire, c'est une plaque tournante, bien sûr qu'elle protège les intérêts, mais au moins c'est un pays neutre qui va quand même essayer de créer toujours diplomatiquement une balance. Alors il y a quand même des ingérences qui sont exagérées, et puis je ne me gêne pas de le dire, à l'Est, à l'Ouest, il faut arrêter. On est quand même intelligents, on a reçu tous une certaine éducation, il faut arrêter de nous prendre nous-mêmes pour des imbéciles. Enfin, je veux dire, voilà, on a envie de monter sur la chaise, de se faire entendre, et des artistes, voilà. Si l'art peut servir à ouvrir les consciences, si même le fait de se prendre en photo sur une chaise peut aider à faire prendre conscience aux populations, tant mieux. Enfin, je m'enflamme là, mais j'ai envie de dire aussi, tout ça, ça a amené à autre chose encore. Il y a une plateforme internationale qui s'est créée, j'aimerais que Charlie Pache en parle, si ça ne vous embête pas que je l'amène ici. Ça s'appelle Code Red. Et c'est des activistes du monde. Enfin, je te laisse présenter Code Red. Voilà. Je m'excuse. Hein, Merci. Bonjour. Alors, j'avais préparé un texte en anglais, mais je vais me traduire moi-même en français. Je crois qu'il y a quelqu'un qui sonne. C'est bon. Ok, effectivement, ce que j'ai dit, c'est que... Est-ce que tout le monde parle français? Oui. Sinon, je le dis en anglais. Okay. Là, je ne devrais pas le dire en français. Mais... Alors, de Winkelried à Henri Dunant, la Suisse a toujours été le pays de personnes
courageuses qui ont défendu leurs droits contre la tyrannie ou bien qui ont trouvé des moyens d'améliorer le monde. Aujourd'hui, la tyrannie a bien d'autres faces et c'est pour ça que nos sociétés doivent faire preuve de maturité. La bonne gouvernance est clairement quelque chose que l'on doit atteindre. Dans les gouvernements, dans les entreprises, l'impact d'abus de pouvoir d'individus mène à la violence et à des souffrances, à des guerres et à des morts. Spécialement parmi les plus faibles de cette planète, c'est souvent les femmes et les enfants qui sont les premières victimes de ces conflits ou de ces intérêts. Comme Pilar le dit régulièrement, le but, c'est pas de gagner, le but, c'est d'avoir un équilibre entre les forces en présence et les différents intérêts. La Suisse est une référence en termes de démocratie, et je pense que la Suisse a un rôle majeur à jouer dans le futur de cette planète, notamment grâce aux outils démocratiques qui sont déjà implémentés. Donc, comme on l'a dit, le droit de référendum, l'initiative populaire. Les jeunes de cette planète veulent vivre dans une planète qui est libre. Ils veulent vivre dans une planète où on a la paix. Ne laissons pas l'avarice détruire leur futur. Il faut accueillir les lanceurs d'alerte dans le processus d'amélioration de notre monde. Et il faut aussi que les gouvernements et même les multinationales réalisent que c'est dans leur propre intérêt d'écouter ces lanceurs d'alerte et d'améliorer leur processus, non pas pour se débarrasser des lanceurs d'alerte, mais pour se débarrasser des personnes qui sont à l'origine des dysfonctionnements. Dans le cas de Nestlé, on notera que le patron de cette dame, de Yasmine Montargemi, qui est à l'origine, par exemple, du scandale des 300 000 bébés tombés malades en Chine à cause de la contamination de la mélamine, ce directeur n'a jamais été inquiété. Et c'est Yasmine Montargemi qui a pris sur elle, plus de 6 ans de combat, avec une sorte de silence aussi de la société pourtant pour laquelle elle a donné beaucoup de son énergie, de son temps, de sa carrière. Voilà. Et puis aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les lanceurs d'alerte, en les soutenant, on soutient aussi des gens qui vont peut-être protéger des gens qu'on aime, ou nous-mêmes, d'abus de pouvoir ou de violence. Donc peut-être qu'un jour, il faut aussi réfléchir à plus long terme, et puis se rendre compte que c'est aussi dans notre intérêt de les soutenir ou de devenir soi-même lanceur d'alerte. La plateforme dont Pilar Ackerman a parlé, il s'agit de CodeRed, donc, qui a été lancé principalement par Animation, donc, qui est une ancienne agent secret du MI5, qui est aussi une lanceuse d'alerte, et aussi de Simon Davis. Je vous invite, donc le but, c'est vraiment de créer une plateforme qui puisse soutenir légalement et avec des moyens technologiques les lanceurs d'alerte dans le monde, pour aider aussi les gouvernements, travailler aussi avec les gouvernements, et puis de faire un lien en fait entre tous les moyens technologiques, des médias, législatifs, pour devenir une sorte de hub stratégique pour tous les activistes qui s'occupent de toute la question de la sphère privée, et de la surveillance et toutes ces choses-là. Donc je vous invite, le site internet c'est codered.is, car les serveurs seront principalement placés en Islande. Et je vous invite à aller voir, visiter le site, à nous contacter si vous avez un intérêt particulier à contribuer. Et puis je remercie, effectivement, tous les acteurs qui ont permis à la venue de cette performance à Genève, desquels on a abusé, à laquelle je souhaite une longue vie et un long parcours. Et je pense que c'est bien parti pour ça. Merci. Merci. Vraiment. Merci. Merci. Alors, si vous le voulez bien, on va passer au débat. Ce qui nous intéresse, c'est aussi de débattre avec vous. Alors, si quelqu'un veut poser une question, voilà, madame. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Celui-ci.
Ça va, là, on m'entend? Bonjour, j'aurais une demande pour Madame Ackermann. Alors, je précise que je suis à faveur des lanceurs d'alerte, mais n'y a-t-il pas quand même une frontière qui ne doit pas être franchie dans ces lancements d'alerte? Je me réfère en particulier aux données assez, disons, sensibles qui ont été publiées sur des collaborateurs, par exemple, de l'armée américaine, dont la vie a été mise en danger par ce lancement d'alerte. Donc, un lanceur d'alerte n'a-t-il pas le devoir, tout de même, de faire une sélection entre l'alerte qu'il veut lancer et certaines informations qui devraient rester secrètes, quoi. Voilà. Merci. Alors, du moment où les données... Pardon. Les données censées être secrètes devraient être essentiellement vraiment pour la protection des populations. Si ces données sont des données qui nous prennent pour des idiots et qui sont simplement au service des intérêts commerciaux, personnellement, moi je suis très drastique là-dessus, plus rien à perdre. J'expliquais, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand avec mon ex-mari nous avions une petite PME qui s'occupait de risk management, nous avons été interpellés depuis les États-Unis par le FBI. Moi, ça m'a foutu en rogne parce qu'on faisait un petit boulot tranquille. Ces gens sont permis de rentrer dans notre intimité, ont espionné nos affaires, nos activités financières, enfin, et puis professionnelles. Tout ça pour un client. Ils avaient des soupçons sur lui. Nous, on n'était pas censé connaître ce client avec ses activités secrètes ou quoi que ce soit. Je veux dire, il y a des barrières, comme vous dites, mais tant que les barrières, sont prouvées être pour la protection des populations, mais pas pour des intérêts économiques, je veux bien. Mais si c'est que pour espionner, parce qu'après ça, on a eu beaucoup de problèmes. Je veux dire, on faisait notre travail très bien. On n'a pas eu à se reprocher quoi que ce soit au niveau de l'activité qu'on avait. C'était vraiment de l'espionnage de la part d'une entité étrangère et sans demander la permission au pays, aux autorités du pays dans lequel on était, la Suisse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à moins qu'à notre insu, c'est comme vous dites, il y a des frontières, mais pour vous, quelle est la protection? Un pays doit protéger sa population. Jusqu'à présent, excusez-moi, c'est un peu brusque. Et puis, je ne sais pas s'il y a des représentants des États-Unis, mais les États-Unis ne sont jamais attaqués sur leur territoire à part le 11 septembre 2011. Il n'y a pas grand-chose qui s'est passé sur leur territoire. L'armée américaine, ce monsieur qui il dévoile parce qu'il se dit mais c'est des plans qui vont attaquer des civils dans d'autres pays pour obtenir certaines choses. C'est comme ça que je le vois. Après, la sécurité, c'est selon des intérêts. C'est comme ça qu'on... Voilà, allez-y. Excusez. Une autre question là. Oui, pardon, il y a une autre question ici à gauche, monsieur, peut-être. Juste pour la petite précision, mon nom est Patrick Dimier, je faisais partie de la constituante genevoise, et juste pour vous dire, dans nos travaux, nous avons été et nous sommes la première constitution suisse, mais je pense dans le monde, à introduire la protection des whistleblowers dans son texte de base. Nous avons toutefois jugé opportun de préciser que le lanceur d'alerte n'est protégé qu'à l'expresse condition qu'il ait respecté les règles. Je vous explique pourquoi. Le cas que disait la dame avant moi est assez typique du risque que nous avons sur les lanceurs d'alerte. Il faut que le lanceur d'alerte se rende compte au travers d'une activité qu'il pratique légalement, que ce soit un militaire ou un autre, peu importe, et non pas en entrant par effraction dans un système. Pourquoi ? Parce que celui qui rentre par effraction dans un système, je parle de système logiciel, vous l'avez compris, on ne sait jamais quels sont les intérêts qu'il défend. Alors que l'employé qui découvre le cas de la personne de Nestlé dénoncée tout à l'heure, elle n'a rien fait d'autre que son travail. Et au travers de son activité professionnelle, elle s'est rendue compte de grands problèmes ou de grosses infractions. C'est la même chose pour les agents de l'État. Donc, en précisant qu'il faut que l'activité soit faite de manière légale,
en fait, on a renforcé la protection du lanceur d'alerte. Et à propos des lanceurs d'alerte, vous me permettrez une toute petite digression. Vous vous souvenez peut-être tous, ceux qui ne l'ont pas connu, dont moi, parce que j'étais trop petit, Aristide Briand avait dit « Les bombes et les décorations tombent rarement sur les bons ». C'est la même chose que lorsqu'on attaque des gens qui dénoncent des choses qui doivent être dénoncées. Merci pour cette intervention. J'aurais moi une petite question alors pour revenir à l'artiste et à Marco. Est-ce que vous pensez aussi, vous avez dit que vous voulez faire un tour du monde donc, avec cette sculpture, est-ce que vous pensez aller aux États-Unis? Alors, c'est pas que on pensait y aller. On a presque une commande ferme pour une réplique de ce qui est sur la place des Nations à mettre dans le campus de Berkeley, qui est une université où a éclaté un peu le mouvement de révolte contre la guerre du Vietnam, où un certain monsieur Mario Savio a fait un très très beau discours sur la liberté d'information et d'expression. Et on a été contacté par justement des professeurs du campus pour mettre une réplique à Berkeley. Puis finalement, je crois que David va faire une variante. Il va faire un bas-relief qui représente nos 3 personnes, je redis personnes, qui sont là-haut, avec la citation du discours de Mario Savio. Donc, je pense avoir répondu. On y va aux États-Unis. Est-ce qu'il y a une autre question de la salle? Okay. Madame, oui. Voilà. J'aurais voulu entendre un peu vos avis sur la légalité par rapport à ce qui vient d'être répondu avant, parce que j'ai l'impression que voilà, la frontière n'est pas très claire. Je ne comprends pas comment on peut passer, dénoncer seulement par des biais légaux quelque chose qui est légalement illégal. J'aimerais bien entendre ce que vous pensez de la légalité, l'artiste et toutes les personnes là. Enfin, des limites de... Alors, pendant les discours que j'ai entendus, moi je vais peut-être des fois un peu trop vite, je me suis dit qu'il faudrait justement redéfinir ce qu'est un protocole de confidentialité qu'on va faire signer après-demain, même à l'épicier. Parce que c'est là que ça s'en va. Les États-Unis, comme d'habitude, montrent la voie. Et donc, même avec un emploi de petite responsabilité, après-demain, on va être obligé de signer un protocole de confidentialité qui, basiquement, bottom line, comme disent de l'autre côté de la mer, tu fermes ta gueule. Et ça, c'est the rule of law. Et bien ça, il va falloir le revoir. Parce que sinon, la définition de l'égalité, c'est on ne décide plus rien, on signe, on ferme la gueule. Donc, je pense que quand on a envie, comme disait monsieur, de protéger les whistleblowers, mais qu'ils jouent à travers des règles claires, eh ben, ces règles, il faudra les réécrire aussi de l'autre côté de la barricade. Parce que sinon, c'est comme d'habitude un jeu de dupes. Juste pour préciser, le concept général que nous avons voulu établir, c'est que nous entendons que l'information, elle porte sur un comportement illicite. On est bien d'accord, on lance l'alerte sur un comportement illicite. La seule chose que nous avons souhaité, peut-être que nous avons eu tort, nous avons au moins l'avantage d'avoir mis la protection du lanceur d'alerte dans la Constitution. Mais le concept général, c'est de dire on ne veut pas légaliser un comportement qui est lui-même illicite. D'aller attaquer ou d'aller récupérer de l'information de manière illicite pose un autre type de problème et ça ne rentre pas dans ce que nous voulions couvrir comme champ. Le champ que nous voulions couvrir, c'est la protection de personnes qui, très honnêtement, découvrent quelque chose qui est illicite, pratiqué par l'employeur ou un gouvernement, ou peu importe qui en fait, et que c'est au travers de la licéité de l'action qu'on découvre une action illicite cachée.
Et c'est là que se trouve à nos yeux, enfin se trouvait à nos yeux, le cœur du lanceur d'alerte. Il y a 1001 raisons de lancer des alertes, mais vous êtes d'accord avec moi que si au cœur d'une constitution, on vient dire qu'on protège des gens qui mènent une action illicite, on va avoir quand même d'autres soucis. Mais pourquoi pas ? Mais alors à ce moment-là, on rentre dans une norme de droit pénal et non plus dans une norme constitutionnelle qui, elle, doit avoir une couverture aussi large que possible et toujours avec comme fondement la licéité de l'action. Merci, j'avais une question, alors peut-être aussi pour vous, personne qui insiste vraiment. Voilà, excusez-moi. Est-ce que dans le cadre de cette loi, Snowden serait protégé ? Alors, Snowden est clairement protégé. Je crois que je fais partie des tout premiers qui, en Suisse, ont toujours dit que si la Suisse voulait vraiment s'honorer, elle devrait lui donner l'asile politique. S'il y a une personne à qui on doit donner l'asile politique, c'est Snowden. Vous savez aussi que c'est grâce à M. Snowden que la population suisse genevoise a découvert que sur le toit de la mission des États-Unis ici, il y a l'antenne la plus puissante de la NSA qui est installée sur le continent européen. Personne n'a bougé, pas plus à Berne qu'à Genève d'ailleurs, mais ils sont peut-être un peu sourds sur ces sujets. Ceci pour dire que bien évidemment, mais Assange au même titre et Manning au même titre, je disais tout à l'heure que je remerciais beaucoup l'artiste d'avoir mis Manning dans cette sculpture. Manning, elle représente, en tout cas à mes yeux, l'archétype de ce que l'on doit dénoncer. On ne peut pas prétendre être le champion de la démocratie et faire ce que fait l'armée américaine. Et donc, elle l'a payé extrêmement cher. Je dirais plus cher que les deux autres, d'une certaine manière. Puis lui ou elle était dans une autre dynamique, encore plus difficile à dénoncer à l'intérieur d'un corps aussi structuré que l'armée américaine. Donc vraiment un grand merci pour elle. De l'avoir mise là, elle le mérite. Vous avez d'autres questions ? Je vais rajouter, avant d'oublier, que la demande d'asile pour Snowden et Assange vont se baser sur la motion qui a été effectuée par Oskar Freisinger, en dehors de toute considération politique de parti. On va se baser concrètement sur la motion qui a été faite par Oskar Freisinger au niveau fédéral, national. Donc il y a une motion qui est au Parlement, qui n'a pas encore été traitée au Parlement, et on va se baser au travers de l'association Anything to Say. On va faire la pétition au gouvernement, à la Confédération, sur la base de la motion de Oskar Freisinger. Ça, c'est important à noter. Puis j'ajouterais qu'il y a un groupe de citoyens avec plusieurs ONG qui soutiennent aussi donc cette demande d'asile, que la Suisse propose l'asile politique à Snowden. Et on espère que ce mouvement va gonfler. On va faire une pétition à base. Oui, c'est ce qu'on a. Oui. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie d'avoir assisté à ce débat. Et donc, rendez-vous sur la place pour reparler sur la chaise. Merci à vous tous. Merci.